Eh bien non, ils ne vibrent pas au rythme des Jeux de l'Acadie, ces deux messieurs. Ils sont à Fredericton pour couvrir le monde politique du Nouveau-Brunswick. D'abord, Alex Villeneuve, bonjour. Bonjour Steve. D'autres sortes de jeux peut-être. Oui, c'est ça. Ça joue très fort, disons-le comme ça. Jacques Poitras, journaliste CBC à Fredericton. Comment ça va, Jacques? Ah, très bien. Médaille en d'or pour tout le monde. Ouais. Oui, médaille d'or pour tout le monde. Sans plus tarder, messieurs, premier sujet. La gouverneure de l'État du Maine, la démocrate Janet Mills, qui était en mode séduction cette semaine au Canada Atlantique. Elle était tout d'abord de passage chez nous, au Nouveau-Brunswick, nos voisins américains qui dépendent beaucoup du tourisme canadien. Et le contexte fait en sorte que les Canadiens sont frileux à l'idée de voyager au sud de la frontière pour leurs vacances, même que c'est découragé par la première ministre Susan Holt. Rencontre donc en début de semaine entre la première ministre et la gouverneure. Alex, comment avez-vous vécu cette rencontre? Bien, Steve, j'ai remarqué deux choses. Et d'abord, là, sur la question du tourisme, là, souvent, lorsqu'on va avoir deux politiciens l'un à côté de l'autre sur une scène, un des réflexes journalistiques, ça va être de soulever au minimum au moins une fois dans la conversation les contradictions ou les intérêts divergents. Parce qu'il y a là des questions, des débats et des questions d'intérêt public. Et cette fois, on en avait une claire. Là. La question du tourisme, les deux premières... en fait, le gouverneur et la première ministre ne s'entendent pas sur où devraient passer les vacances, où les Canadiens devraient passer leurs vacances. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles étaient absolument prêtes à aborder cette question-là et à afficher un accord dans le désaccord qui n'empêche pas d'afficher un front uni. À notre époque, avec les relations canado-américaines des derniers mois, peut-être qu'il y a là une source d'inspiration à y avoir. Je dis ça. Également, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que la venue de la gouverneure illustre aussi à quel point la blessure est profonde du côté canadien. Et c'est ce qu'elle semblait aussi reconnaître lors de son échange en parlant beaucoup de la question de la sécurité. Ce n'était pas la question de comment faire en sorte que les Canadiens reviennent au Maine. De son côté, ce n'était pas qu'une question de tarifs. C'est aussi une question, puis on le sentait avec les questions du public, il y en avait deux qui ont interpellé la gouverneure directement sur la question de la sécurité, soit à la frontière comme telle, par rapport au HICE, l'administration responsable des douanes et de l'immigration, qui, il y a des histoires dans la place publique de Canadiens qui se font arrêter et tout. Mais donc, elle était prête à parler des enjeux de sécurité et tenter du mieux qu'elle pouvait de rassurer. Je dirais que la gouverneure du Maine n'a pas de contrôle sur comment se passe la frontière. Donc, elle orientait beaucoup de ses questions sur une fois que vous allez être au Maine, vous allez être en sécurité. Mais il y avait certaines questions qui étaient plus du ressort de l'action de traverser la douane qui faisait peur. On verra comment elle va pouvoir faire percoler son message. Mais on sentait aussi que, au moins en reconnaissant la légitimité et les craintes qui étaient plus larges que les tarifs, la gouverneure semblait reconnaître l'importance de la blessure qui était affligée, oui. Tentait peut-être ici de réparer les pots cassés. Oui, puis pour connaître que très peu cette gouverneure Janet Mills, elle semblait très relaxe, souriante, des petites blagues ici et là, mais peut-être que cette rencontre-là n'a pas eu l'effet escompté, Jacques? Ben oui, c'est une politicienne très bonne, là. Comme elle peut envoyer le message très facilement. Ce qui était intéressant avec l'événement aux Chambres du commerce du Fredericton était que la réalité a vraiment percé la rhétorique de ces deux politiciens. Deux chefs du gouvernement avec presque le même message à livrer. Il faut sauvegarder les liens de commerce, les liens familiaux. C'est évident, tout le monde est d'accord avec ça. Moins harmonisé sur le tourisme, évidemment. Susan Holt le disait, les gens ont raison d'avoir peur. Madame Mills disait il ne faut pas avoir peur à Maine. C'est les deux questions qu'Alex a mentionnées qui a vraiment affronté la gouverneure avec cette réalité-là. Une madame trans de Saint-Jean qui va à Bangor cette fin de semaine pour un événement Pride,
qui se disait terrifié d'aller, et un monsieur avec une femme née à Venezuela, citoyenne canadienne, qui a livré un veto sur leurs vacances à Maine cet été à cause de les interventions en immigration qui se passent aux frontières et aussi dans les grandes villes. Et évidemment, Mme Mills a un job à faire. C'est sa responsabilité de faire la promotion de Maine. Mais je pense que c'est bon qu'elle a entendu ces témoignages-là directement des Canadiens. Ça peut aider ses efforts aussi aux États-Unis pour lutter contre les politiques de Donald Trump. Oui, on va voir cette rencontre si elle aura des impacts à court et moyen terme. On retourne à l'Assemblée législative de Fredericton maintenant. Le Parti progressiste conservateur qui a annoncé cette semaine la mise sur pied d'un nouveau comité sur les langues officielles. René Festillon en est le président. On l'a reçu cette semaine à la matinale. On veut promouvoir la francophonie, soutenir les membres francophones et francophiles, mais s'assurer aussi que la langue et la culture francophone soient pleinement intégrées dans tout ce qui concerne le parti, notamment les communications. Jacques, comment vous voyez la mise en place de ce nouveau comité? Ben, c'est pas une mauvaise idée, mais franchement, je pense que la question est pourquoi un tel comité n'a jamais été vu comme nécessaire avant maintenant dans le Parti PC. Vous savez, il y a un conseil provincial qui inclut tous les présidents de toutes les associations des circonscriptions dans la province. Alors, les francophones devraient être représentés dans la structure du parti tout le temps. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sentaient la nécessité de faire ça maintenant? C'est pour corriger l'expérience des 6 dernières années sous un chef qui n'était pas vu comme sympathique envers les francophones. Il faut dire que ce comité-là, comme j'ai dit, ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est symbolique dans le sens que ce qui va vraiment décider l'affaire, c'est l'attitude du prochain chef. Et on peut facilement voir si c'est un Daniel Alain ou une Glenn Savoie ou un Chris Austin. Ce n'est pas un comité qui va influencer si les francophones sont chez eux dans le Parti progressiste conservateur. Ça va être l'approche du prochain chef. Pensez-vous, Alex Villeneuve, que c'est peut-être justement pour réparer une certaine cassure survenue dans les 6 dernières années? Bien, l'impression est là. C'est sûr, si les partis progressistes conservateurs se dotent d'un tel outil, évidemment, on le devine que c'est probablement pour tenter de regagner la confiance d'un électorat perdu. Mais ce que je mettrais aussi en contexte, là, c'est, je me rappelle un de mes profs de sciences politiques qui nous expliquait que les partis politiques sont des organisations qui veulent d'abord et avant tout gagner. Et oui, la fin de l'ère Higgs donne gagner une élection. Donc, donne une opportunité de rebâtir avec l'électorat francophone, mais il y a une autre question que, évidemment, certains gens dans le parti vont se poser, c'est quel est le chemin le plus rapide et simple d'accéder au pouvoir? Et là, il y a encore l'argument qui peut être fait que l'électorat francophone, ce n'est pas en premier lieu là où il faut mettre tous les efforts. Je m'explique. Si je donne un exemple, si on ajoute au résultat de l'an dernier 3000 voix au Parti progressiste conservateur. Ils peuvent prendre 3000 voix et les mettre n'importe où. J'ai fait l'exercice. Ça permet au Parti progressiste conservateur de regagner 6 circonscriptions. 3000, s'ils sont bien efficaces, permettent de regagner Hanwell, Quispamsis, Hampton, Rothsay, Saint-Jean-Ouest, Saint-Jean-Portland. Si on prend ces 3000 voix-là, on les investit dans les circonscriptions bilingues, les plus gagnables, le Parti progressiste peut gagner seulement 3 sièges. L'idée, c'est imparfait parce que ça ne marche pas comme ça, une élection. Il y a plusieurs variables. Faire ce calcul-là peut juste donner une idée. Celle que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a peut-être, pour certains progressistes conservateurs, un chemin plus simple qui ne passe pas nécessairement par redevenir compétitif chez les régions francophones. Par contre, ce que j'ajouterais à ça, c'est que ça, c'est un seul chemin et c'est peut-être le seul chemin qui implique ne pas être compétitif dans les régions francophones. Si les progressistes conservateurs parvenaient à redevenir une force politique mobilisatrice à Shippagan, à Bouctouche, à Edmundston, soudainement, ils vont voir plusieurs chemins vers la majorité s'ouvrir à eux, pas seulement un seul qui se résume à celui que j'ai montré. Ah, c'est un exercice intéressant. Vous faites bien de le mentionner. On s'en va parler d'énergie maintenant.
La discussion publique sur l'avenir d'Énergie Nouveau-Brunswick est commencée. Au total, il y a 102 personnes qui se sont connectées. C'était sur la plateforme Zoom lors de l'événement. Ça, c'est ce qu'a rapporté un responsable des communications de la province. Et tout ça dans un contexte où on apprend en plus que le calendrier de la stratégie sur l'énergie du Nouveau-Brunswick prend du retard, beaucoup de retard dans certains des dossiers. Alex Villeneuve, qu'est-ce qui est sorti de ça? Bien, la rencontre qu'on a eue avec les 3 responsables qui doivent faire toute cette réflexion et arriver avec des recommandations sur quoi faire avec Énergie Nouveau-Brunswick, j'ai trouvé ça un peu intéressant. D'abord, il faut dire, je pense pas qu'on peut encore dire qu'il s'agit vraiment d'un débat ou d'un échange avec les experts, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'interaction. C'était vraiment les gens envoyaient à l'avance des questions. Et on a surtout vu les experts tenter d'y répondre en apportant d'abord leur propre réflexion à voix haute sur l'avenir d'Énergie Nouveau-Brunswick. Donc, il y avait des éléments intéressants, mais je crois que le nœud là, va surtout se passer cet automne lorsqu'il y aura des véritables consultations publiques en personne. On va voir aussi c'est quoi le format, on ne le connaît pas. Mais là, on a juste eu le temps de passer 14 questions, ce qui a un certain intérêt parce qu'on voit c'est quoi les préoccupations, mais c'est quand même limité. Une chose, cependant, je me demande aussi si là, les questions étaient générales. Les gens pouvaient poser ce qu'ils voulaient et ça allait un peu dans tous les sens. Et c'est normal. Énergie Nouveau-Brunswick, c'est un élément tellement de facteurs avec ça. C'est aussi un élément émotif. Plusieurs choses qu'il faut dire là-dessus. Mais moi, je me demande si les 3 responsables ne gagneraient pas à parfois faire cet exercice, ces séances, en proposant un thème ou une question abordée qu'ils veulent vraiment aller chercher comme information. Je donne un exemple. Au lieu de faire un forum ouvert, s'ils avaient posé la question « Que vaut la souveraineté énergétique du Nouveau-Brunswick » dans le sens « C'est quoi la valeur de savoir qu'Énergie Nouveau-Brunswick est 100% détenue par des Néo-Brunswickois », si on avait eu une conversation... Ça, je suis d'avis que ce genre de... La question énergétique n'est pas que réservée aux experts. La population a absolument une expertise là-dedans aussi. Les experts des questions énergétiques doivent simplement les éclairer. Donc, ça, on revient. Quelle est la valeur d'Énergie Nouveau-Brunswick? Je pense que de savoir que ça nous appartient, je pense que les gens ont une opinion là-dessus et ça aurait donné des informations très précises sur des solutions que doit envisager le comité. Par exemple, si on est capable de mettre une estimation de combien on est prêt à payer plus pour que ça nous appartienne à 100 %, bien, on est capable aussi de conclure quelles seraient les augmentations qui seraient acceptées au nom de l'indépendance d'Énergie Nouveau-Brunswick. Ce genre de détails-là, on n'a pas rentré dans les détails cette semaine sous la forme de l'exercice qu'on a eu cette semaine. Jacques Poitras, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'on demeure un peu trop en surface si on ouvre un peu trop, comment je dirais, le buffet de choix possibles et de sujets possibles? C'est le début. C'était leur première réunion, session d'information publique et les membres du panel fallait se défendre sur leurs indépendances et tout ça. Alors, je pense que, comme Alex dit, les vraies discussions difficiles restent à venir plus tard dans l'été et dans l'automne. C'était intéressant que Duncan Hawthorne, un des membres du panel, semblait confiant pendant l'annonce il y a quelques semaines que la tâche était faisable. Il disait, l'esprit des Néo-Brunswickois, on peut trouver des solutions si tout le monde travaille ensemble. Puis il a dit cette semaine, la tâche va être difficile. Alors peut-être il est en train d'apprendre lui-même comment compliqué la question pourrait être. Steve, tu as mentionné aussi le témoignage du sous-ministre d'Énergie au comité de l'Assemblée sur le changement climatique. Oui. Ça donne un autre angle sur cette question parce qu'on a vu que l'échéancier des grands projets d'énergie propre d'Énergie Nouveau-Brunswick pendant 12 ans est en train d'évoluer constamment. Le fait que le fédéral a relaxé un peu les règlements sur l'énergie propre et le cible de 2035 a changé un peu les échéanciers pour certains projets d'énergie Nouveau-Brunswick aussi. Alors, quand on parle d'un échéancier de 12 ans pour ces projets-là, puis cette panel-là doit décider dans 1 an quoi recommander sans savoir qu'est-ce qui va changer
en 2027, 2028. Ça montre comment tous ces facteurs-là sont comme une casse-tête qui doit aller ensemble et qui est très difficile à régler. Alors, je me demande que sera le format dans l'automne aussi. Je me souviens des consultations que le gouvernement Higgs a faites sur l'immersion, où il voulait les organiser comme des petits ateliers à chaque table avec des groupes qui allaient faire des petits travaux sur certains sujets, puis faire un résumé à présenter à la groupe. Puis beaucoup de membres de la public ont dit non, on veut aller au micro, poser des questions et accuser le gouvernement de toutes sortes d'affaires. Et l'esprit de la salle a vraiment hijacké les sessions. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver cet automne, mais c'est pas un travail facile, évidemment. Chaque fois que j'entends des gros dossiers d'énergie comme ça, on dirait que je viens essouffler. Là. C'est épuisant de parler d'énergie tellement qu'il y a de choses à rapporter. Je pense qu'on a besoin d'une dose de café. Je vous laisse y aller en premier, Jacques, avec vos cafés cette semaine. Ben, j'ai un café à crème moitié-moitié pour Susan Holt qui, on a vu, a reculé encore hier sur un dossier. C'est pas son dossier, c'est un dossier de Horizon qui voulait faire un peu un remaniement des tâches des infirmières dans le système, dans la santé publique, santé mentale. Susan Holt a reconnu dans l'Assemblée il y a un mois qu'il allait avoir des changements, que les infirmières allaient être mis dans des nouvelles postes. Là, Horizon décide de convoquer une réunion avec les infirmières mercredi, avec une annonce jeudi qui est soudainement annulée. Et là, Susan Holt dit « arrête, fais d'autres consultations ». Alors, après toute l'affaire avec les districts, les budgets des districts, faut poser la question comment est-ce que Susan Holt travaille avec des autres entités gouvernementaux? Est-ce qu'ils vont les laisser faire leur travail ou est-ce que la première ministre va hésiter de faire des décisions? Parce que si elle ne veut pas faire des décisions maintenant, quand est-ce qu'elle va les faire? Oui. L'autre café sucré pour Glenn Savoie, le chef par intérim du parti PC, qui doit quitter cette poste-là avant lundi s'il veut présenter dans la course pour la chefferie l'année prochaine. Glenn Savoie va annoncer sa décision à 11h ce matin. Et alors, un café juste pour souhaiter bonne chance avec sa décision. Du courage, de la caféine et du courage. Alex Villeneuve, vos cafés cette semaine? J'en ai qu'un. C'est un café caféiné pour la SANB et les jeunes, parce que la SANB va baisser l'âge de ses membres. C'est vrai. Puis je comprends derrière cette intention-là que la Société de l'Acadie de Nouveau-Brunswick a, c'est de former une nouvelle relève politique. Et faire ça, c'est nécessaire. Certains événements dans l'histoire, parfois, d'une génération vont tellement la marquer qu'elle va être politisée de façon un peu organique pour le restant des prochaines années. Mais la plupart du temps, là, entretenir les relèves politiques, c'est quelque chose qu'il faut activement entretenir. Donc, former les jeunes, les initier à la politique, veut dire faire des congrès, des camps de formation, des colloques, créer des événements. Et moi, ce que je souligne là-dedans, c'est que baisser l'âge d'être membre d'un organisme politique, c'est ouvrir la porte. Ensuite, il faut donner le goût de la franchir. Et ça, l'énigme qui est par rapport à la participation politique des jeunes, c'est une énigme à résoudre que plusieurs organisations politiques doivent traverser. D'une certaine manière, la réflexion que je pourrais proposer ce matin, c'est un expert me disait pour un reportage passé quelques semaines qu'une des façons de mobiliser les jeunes, c'est de rendre la politique cool, oui. De faire en sorte que les jeunes entre eux s'en parlent et se font pression mutuellement, une forme de pression sociale d'aller vers l'action politique. Je soulignerai également que si l'objectif est de former une nouvelle relève politique en Acadie en général, c'est pas un combat que la SANB peut mener seule. Il faudrait inévitablement qu'il y ait des ententes ou des partenariats, des événements conjoints avec la FECUM ou la Fédération des jeunes francophones. Peut-être même se tourner vers d'autres associations de formation politique jeunesse qu'il y a au Québec. Il y en a, par exemple, l'Institut du Nouveau Monde, qui, elle, fait des événements annuels pour justement entretenir des nouvelles générations politiques. Peut-être même les ailes jeunesse des différents partis politiques pourraient apporter une contribution là-dedans. On reprend notre souffle. C'était un café politique bien rempli, encore une fois, cette semaine, avec nos deux collègues journalistes parlementaires à Fredericton, Alex Villeneuve pour Ici Acadie et Jacques Poitras pour CBC. Merci beaucoup, messieurs. Bonne semaine. Merci.